Bien, je vais pouvoir les recevoir. Bienvenue à vous, Jean-Philippe Perrault et Didier Tronchet. Prenez place, le siège qui vous inspire le plus. Ah, celui-là, tu le trouves super? Ah ouais, je le garde. Bleu, blanc, rouge, ça serait mieux. On serait plus raccord, c'est un peu dommage. Ah mince, mais il n'y a pas de blanc. Moi, Il y en a un des deux qui a merdé là. Il fallait du blanc. On n'a pas prévu, mais Oui, pour être accordé à la couverture de la bande dessinée qui est la vôtre, hein, dont vous êtes les auteurs. Je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler de votre titre qui vient de sortir chez Glénat. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc vous êtes tous les deux auteurs de cette bande dessinée. Jean-Philippe Perrault, toi tu es au dessin et à la colo. Et Didier Tronchet, tu es au scénario. C'est loin d'être vos premières bandes dessinées en tout cas. Oui c'est ça, pour Didier Tronchet j'en étais sûre, mais voilà, pour les deux c'est loin d'être de votre première bande dessinée. Vous pouvez la gagner dans le chat en faisant point d'exclamation dame. Voilà, c'est tout simple. Point d'exclamation dame pour gagner cette magnifique bande dessinée. On fera le tirage au sort à la fin du live. N'oubliez pas d'ouvrir vos messages privés afin qu'on puisse vous demander vos coordonnées. Didier Tronchet, on m'a dit que tu travaillais sur ce projet depuis plus de 15 ans. exact. C'était sous Sarkozy, je ne sais pas si on s'en souvient. Et On s'en rappelle tous. ouais, c'est la première dame qui m'avait intrigué. Et je me suis dit... Carla Bruni. Carla Bruni, ouais. Et je m'étais dit, c'est bizarre, cette femme qui vient du rock'n'roll, enfin bon, voilà, de ces milieux-là, interlope, qui puisse être avec ce garçon qui est plutôt qui incarne la bourgeoisie de Neuilly. Et qui répond pas forcément à tous les codes de beauté, contrairement à elle, désolé pour la balle perdue, Nicolas Sarkozy. Mais, si tu nous écoutes. Si tu nous entends, Nicolas Sarko, si tu nous entends. Mais probablement qu'il peut le faire, même avec le bracelet. Et oui, c'est vrai que... Il est mort de rire. Mais oui, c'est vrai qu'on se demandait quand même, elle est tellement grande et puis elle est mannequin et tout, ça t'a intrigué? Ouais, je me suis dit, il y a peut-être un plan caché, peut-être qu'elle veut infiltrer les milieux du pouvoir et puis que peut-être elle va le retourner et en faire un type qui va accueillir les migrants, les sans-papiers, tout ça. Et en fait, non. Je pense que c'était trop dur. Je pense qu'elle partait du niveau moins 100. Elle n'a pas réussi. C'était trop difficile. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Et voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être un début d'histoire si jamais une première dame pouvait, de cette façon-là, utiliser ses arguments plutôt d'amour, de romance, pour renverser une politique. Mais bon, voilà. Bah oui, mais bon on est un peu déçus du résultat finalement. Quel dommage, car la Bruni, on pensait beaucoup. Ouais, dans le livre, par contre, c'est quasiment en train de se passer. Mais bon, j'en dis pas plus. Justement, j'allais vous demander, première dame, de quoi ça parle? Exactement de ce sujet-là. Mais en l'occurrence, la première dame, qui est une actrice, un peu dépitée par le fait que tous ces films politiques sont vus par personne et que tout le monde s'en fout, qu'elle n'a rien jamais changé au monde de sa vie, a cette possibilité à un moment donné, par un hasard assez fortuit, de se retrouver à l'Élysée. Je fais court, parce qu'en fait, ça nous prend quand même 200 pages avant d'arriver là, mais qui sont, j'espère, assez drôles. Et au moment où elle est à l'Élysée, elle a le sentiment qu'elle va pouvoir effectivement faire évoluer la situation. Mais le jeu politique est bien plus complexe que ça. Elle fait preuve d'une grande naïveté, et qui n'est pas le cas du président, lui, qui se retrouve, il va quand même se retrouver bien retourné dans sa position, mais dans le sens où on n'aurait pas soupçonné. D'accord. Justement, en fait, je suis partie direct dans le vif du sujet, mais je me demandais comment ça se passe pour vous, le festival Jean-Philippe Perrault. Le festival, ça se passe super bien. L'accueil du livre est vraiment très, très, très bon. On a plein de retours de libraires. En fait, je pense que notre livre arrive à point nommé. C'est-à-dire que c'est avant tout une comédie. Et je pense que les gens avaient envie un peu de fraîcheur. Et voilà, avec surtout un contexte politique super compliqué, un peu déprimant. Rire de la politique sans se moquer des politiques, c'est pas une satire des politiques et de la politique, mais rire avec cette ambiance, cet environnement-là politique, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc c'est plutôt un chouette festival en ce moment-là. Vous avez répondu du coup avec ce livre à une ambiance globale, même si ça fait 15 ans, ça tombe à pic, quoi. On a l'impression que les gens, enfin les premiers retours qu'on a de lecteurs sont contents de cette comédie, de rire un petit peu avec tout ça, quoi. Didier Tronchet, vous avez très souvent été au scénario et au dessin de vos BD. Bien sûr, vous êtes tous les deux auteurs, mais pourquoi avoir choisi de travailler avec Jean-Philippe Perrault au dessin pour cette histoire? Pourquoi l'avoir choisi comme co-auteur? Comment ça s'est fait?
Assez facilement, assez rapidement et joyeusement. Il fait tout ce que je ne sais pas faire. C'est bien pour ça que j'étais ravi de cette collaboration. Moi, j'ai un dessin qui est un peu lourd, un gros trait, un peu statique. Et lui, il est tout l'inverse. Il a un trait fin et puis surtout, il a une dynamique de dessin qui, moi, m'époustoufle. Et c'était nécessaire pour cette histoire qui est très dialoguée, qui est très écrite, d'introduire une nuance de dynamisme. Et moi, et de caricature aussi. Et avec un système, je ne sais pas si on le voit à l'écran actuellement, mais avec un système de couleurs qui est invraisemblable aussi, qui est d'une audace folle, des couleurs primaires, on a un bleu, on a un rose, on a un violet, on a un orange, on pourrait penser que c'est très pop, mais on pourrait penser que ce serait un peu lourdingue, pas du tout. C'est un système de lecture très facile, que moi j'adore, où on voit les personnages tout de suite, on voit qui parle, et ça a aidé à la fluidité du récit. En fait, comme le scénario et le récit est chargé, qu'il y a beaucoup de dialogue, il fallait quelque chose de léger. Absolument. Et toi, tu trouves que ton trait est un peu plus lourd, Oui. donc c'était nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Comment il t'a contacté? Par le biais de notre éditeur Franck Marguin chez Glénat. Et moi, j'ai adhéré immédiatement à son récit parce que justement déjà très dynamique, beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages. J'adore ça, moi, quand ça foisonne de partout et dans lequel je peux, moi, m'intégrer facilement parce que très vite, j'ai eu les personnages me sont venus très vite graphiquement et l'ambiance générale du récit est de toute façon très légère, de la comédie romantique. Donc, c'était comme des pantoufles pour moi. Je suis rentré là-dedans vraiment à l'aise. Effectivement, on s'est vraiment beaucoup amusés tous les deux au service de cette histoire, au service de nos personnages. Et justement, tu le disais, ce choix de cases bicolores, parfois tricolores, comment c'est venu? Est-ce que c'était à ton initiative, Jean-Philippe? C'est un peu les deux, je dois dire. Parce que Jean-Philippe était parti sur une couleur classique, un peu avec tous les éléments mis en place, tout ça. Et quand j'ai vu la page, je me suis dit, oh là là, on a 300 pages à faire, on va jamais y arriver comme ça. Et puis c'est lourd à l'œil. Et tout à coup, il a inversé le système. Il a trouvé, mais vraiment en 2 secondes, il a trouvé une formule qui rendait les choses limpides, évidentes. Donc moi, j'étais vraiment agréablement surpris. Et je pense que c'est ce qui parle au lecteur. Quand on ouvre l'album, il y a une espèce d'ambiance un peu sympathique, colorée, un peu pop, comme je disais. Oui, bien sûr, ça se ressent beaucoup. Il y a quelques années, tu as beaucoup écrit sur... En fait, j'arrête pas de passer du vouvoiement au tutoiement parce que mon interview est écrite avec le vous et que moi, j'ai décidé de vous tutoyer. J'espère que c'est OK, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne au vous, mais bon, si c'est trop tard, allons comme ça. C'est vrai ou pas? Non, je blague. Non, parce que vraiment, je veux mettre personne mal à l'aise. Donc, du coup, oui, tu as beaucoup écrit sur tes voyages. Est-ce que là, revenir en France, c'était un moyen de recentrer un petit peu le sujet, alors qu'avant, tu avais fait plutôt des récits sur tes voyages? Oui, ça c'est ce que je fais à titre personnel. J'aime bien maintenant rentrer dans une dimension personnelle où je raconte des choses qui me sont proches. Et là, en l'occurrence, c'était bien que quelqu'un d'autre s'empare du sujet et revienne à une réalité qui est effectivement la réalité française contemporaine. Quoique moi, j'ai commencé il y a longtemps. Et c'est vrai qu'on tombe dans une période où il y a une distance qui a été prise avec la chose politique. Il y a une espèce de marasme et de tristesse générale qu'on sent à cause de cette situation d'incertitude qui est la nôtre. Et alors nous, on arrive avec un Élysée joyeux et bondissant dans tous les sens, avec une vraie dynamique de comédie. Donc j'ai le sentiment aussi que ça a amené une petite bulle d'air. Et est-ce que c'était aussi un moyen d'être en terrain connu? Parce qu'en fait, vous n'auriez pas pu faire ça sur une politique d'un autre pays. Enfin, je veux dire, en tant que Français... Non, impossible. Oui, c'était impossible comme exercice. Non, et puis, alors moi, il se trouve que je suis passionné par la politique depuis très longtemps. Mon premier métier, c'était journaliste. Donc je connais bien aussi le principe de la Constitution de la Ve République, parce que j'ai fait un peu de droit aussi. Bon. Et donc ça m'a permis d'être, j'espère, assez juste sur les enjeux et les rôles de chacun. C'est pas de la fantaisie. On reste très concret et dans les principes, mais les personnages, eux, sont dans la fantaisie. Ah oui, et c'est pour contrebalancer justement cette justesse d'un point de vue réaliste, méandre de la politique française, etc. D'ailleurs, à la lecture, on sent il y a énormément de références à la vie politique française. C'est clafoutis de références.
de ces dernières années, notamment je pense à la gifle de Bayrou oui, sur absolument, un enfant oui. au tout début directement. Oui, c'est ça, oui. Thierry Langlois, qui est le président de la France, hein, bon, c'est un président fictif bien entendu, il tape, il lui fait pas une gifle, hein, il le plaque au sol, là vraiment il lui Après dit, il lui met une gifle, hein, quand même, on le voit commencer, oui, on la vrai. montre pas mais il va le gifler. En tout Oui, cas c'est pas qu'une gifle, vraiment c'est waouh, il avait décidé de l'anéantir. Oui, on a été plus loin que la gifle. Il y a eu aussi le président avec une actrice sur un scooter. Je me demande à quoi ça fait ça référence. Mais oui, tu as raison. Mais qu'est-ce que c'est? Quel heureux hasard que ça se soit retrouvé Et là-dedans. comme il passe au feu rouge, elle lui dit « Mais alors, vous avez tous les droits ?» Et il lui dit « La République, c'est moi !» Voilà, la République, c'est moi, hein, la fameuse citation, bien sûr. Comment vous avez procédé pour construire les personnages, tant sur le dessin que, dans le scénario, en fait? Moi, je me suis basé sur des archétypes évidents de président, mais taillé un peu à la serpe, parce que notre président, en l'occurrence, il est rugbyman, donc il a ce côté rugueux, un peu lourdingue aussi. Un peu mascu aussi. Ouais, c'est ça, il est dans cet esprit-là. Et puis le mettre en rapport avec cette première dame qui tout à coup amène une nuance de rébellion, d'esprit d'incivilité. Il y a quelque chose qui pouvait ne produire que des étincelles. Graphiquement, c'était pas de la caricature. Je me suis pas inspiré d'hommes politiques ou de personnages publics comme les comédiens. Voilà, c'est vraiment totalement inventé. Évidemment qu'on retrouve des références, des petits clins d'œil, mais graphiquement, je me suis éloigné le plus possible pour bien montrer qu'on était dans une fiction. Oui, parce que Thierry Langlois, il est vraiment inspiré de plusieurs présidents français, et j'imagine pas que. Est-ce qu'il y a un président auprès de qui Thierry Langlois tient le plus ? Moi, je suis resté sur l'idée d'un Sarkozy un peu colérique qui balance son téléphone portable par terre quand ça marche pas quand il veut. Et puis cette espèce de sentiment de vivre à l'Élysée comme s'il était chez lui. Enfin, il y a quelque chose qui a beaucoup évolué dans la politique française depuis De Gaulle. Imagine-t-on le général faire du scooter? Ça serait fantastique. Mais ouais. On a une petite référence, d'ailleurs, on a mis en scène la chambre nuptiale de De Gaulle avec Yvonne De Gaulle, et c'est un peu glaciaire cette affaire. On n'imagine rien qui puisse se passer de trop chaud là-dedans. Ouais. Et c'est ça que notre plaisir, c'est de montrer l'Élysée sous un jour, un peu les coulisses, la balade dans les coulisses. Moi, j'aimais bien cette idée de mettre en scène tout ce petit grouillement de personnages qui sont dans le sillage les communicants, les gens qui s'occupent de la promotion de tout ça, et qui bâtissent des campagnes de communication, parce que maintenant, ça n'est plus que ça, finalement. On s'aperçoit que la communication politique a pris tout le pas sur peut-être une forme de sincérité. Oui, je suis assez. Bien sûr, je vous rejoins. Et puis, bien évidemment, hein, beaucoup de communication, on le voit aujourd'hui. En termes de dessin, du coup, tu as répondu à ma question en avance. Hein. Le fait que tu aies créé vraiment ce personnage de Thierry Langlois, tu avais les consignes, donc un président un peu colérique, un peu macho, et puis en plus de ça, il est rugbyman et tout. Tu es parti sur ça. Forcément, déjà, quand on me dit que le personnage a fait du rugbyman, voilà, il a été demi-mêlé. Forcément, tout de suite, on imagine un corps assez masculin, comme tu disais. Voilà, donc c'est assez facile. Et puis ces personnages dans le scénario sont déjà tellement bien campés, sans qu'ils me donnent d'informations trop précises. Hein, mais rien qu'avec les dialogues, moi je les ai imaginés tout de suite, je les ai vus tout de suite graphiquement, j'ai vu ce que je pouvais en faire. Pareil pour Victoria. Voilà, ça, même si j'ai peut-être un peu plus galéré pour la trouver. Ouais, c'est vrai. Tu as fait plusieurs. Au début, elle était carrément brune. Je partais sur un truc, et puis rapidement, il me semble qu'il a fallu qu'elle devienne rousse. Alors évidemment, avec le système de couleurs que j'ai installé, on s'en rend pas trop compte, sauf à certains endroits. Mais voilà, elle est venue. Ça a été un petit peu plus compliqué pour lui trouver son caractère, mais je pense que j'avais besoin aussi de lire un peu plus en avant le scénario pour la comprendre. Et pour la visualiser. Et pour la visualiser, lui donner corps graphiquement. Mais bien sûr, mais c'est très réussi. Justement, il y a des sujets de politique et de société, les deux sont indissociables, qui sont difficiles. Je pense à la migration, etc. Pourtant, la bande dessinée, elle est très humoristique, elle est très drôle. C'était important pour vous, primordial, d'ajouter cette touche d'humour ? Oui, parce qu'on ne voulait pas faire de pathos, on ne voulait pas attirer trop de compassion.
et puis en faire des personnages victimes. En l'occurrence, ils sont joyeux, c'est des Africains qui viennent, qui ont traversé des distances invraisemblables pour parvenir de la Somalie à la France. Et d'ailleurs, la première dame leur dit, on fait souvent des films avec des héros dans les séries américaines où ils sont musculeux et tout, mais en fait, les vrais héros, ce sont ces gens qui ont traversé 3000 km, franchi des montagnes pour arriver en France. Ça, pour moi, c'est les vrais héros. Et ensuite, on les montre à l'intérieur dans un squat. Ils sont joyeux, ils chantent. Ils sont à l'africaine. Moi, j'ai vécu un petit peu en Afrique et j'ai vu comment leur façon de vivre était de transformer tout en moments de joie, quoi. Donc, ils sont eux-mêmes là-dedans. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout. On essaie qu'ils ne soient pas des victimes, bien qu'ils le soient par le système. Et donc, il y avait une volonté aussi de s'engager à travers l'humour, en fait, parce qu'au final, c'était aussi un moyen de dénoncer. En tout cas, la Première Dame nous permet de faire passer plein d'idées, de dire par exemple pourquoi tous ces logements sont vides et sont l'objet de spéculation de banques, alors que si on les avait accaparés pour l'accueil des gens qui en ont besoin, les causes que moi j'aime bien défendre à travers ce livre, c'est ça, c'est les sans-papiers évidemment, mais aussi les mal logés, toute cette frange de population. Alors, on essaie que ce ne soit pas un message politique, on essaie vraiment que ça reste un peu de la farce. Et que ça ne soit pas manichéen. En fait, tous les points de vue sont énoncés, en tout cas. Oui, ça je pense que c'était important parce que sinon ça aurait été 1000 fois trop lourd. Oui. Comme tu l'as dit, déjà que tu as voulu alléger le scénario en faisant un trait plus léger et à travers aussi ce choix de colorisation en tricolore maximum, etc. Bon, c'était pas pour ajouter non plus un scénario encore plus alourdi, quoi. Didier Tronchet, cette interview est écrite au vous. J'aime bien les deux. Voilà, les deux, on change au choix. C'est assez proche du cinéma. D'ailleurs, tu as réalisé le film qui met en scène le héros iconique Jean-Claude Tergal dans Le Nouveau Jean-Claude. Tu as aussi écrit Le meilleur ami de l'homme comme un scénario de film à la base. Dans Première Dame, on a presque l'impression d'être dans une comédie classique du cinéma français, un petit peu romantique, très humour. C'était une inspiration de partir du cinéma ? Absolument. D'ailleurs, je crois me souvenir que j'avais l'ambition que ce soit un film ou même presque une série à l'arrivée. Parce qu'on a effectivement tous les principes du cinéma, le couple de héros antagoniques, il y a une série de personnages secondaires et toute une flopée autour qui peuvent être nourris par des comédiens. Et moi, j'ai pensé l'écriture comme celle d'une comédie de cinéma, c'est sûr. Ce qui m'a permis, comme j'ai fait ce film effectivement il y a là maintenant malheureusement trop longtemps, mais j'ai une idée assez précise de ce qui peut passer du texte à l'image, et ça m'a beaucoup aidé à pas trop surcharger les commandes en étant très très suggestif, et que pour que Jean-Philippe s'en empare comme un metteur en scène et pas comme quelqu'un qui va appliquer une histoire. Donc il y avait cette volonté de faire cinéma. Et il se trouve qu'il est possible que ça devienne un film, parce que franchement, il y a une espèce d'option qui est en cours actuellement, et il y a plein de scènes que j'adorerais voir avec des acteurs, même si ça me fait déjà marrer avec le dessin, mais c'est du pain béni pour les acteurs ou les actrices. Oui, parce que je parle à beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices aussi avec Glénat, forcément en format interview, et il y en a beaucoup qui me disent que la bande dessinée, c'est un moyen de faire du cinéma, mais un peu plus modeste en termes de moyens et de réalisation à mettre en place, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis absolument pas d'accord. D'accord. Alors, franchement, trop curieuse d'avoir ton avis. Du coup. En fait, quand on parle de dessinateur de bande dessinée, je pense que c'est pas le bon terme. En fait, on est metteur en scène de bande dessinée. On a vraiment le choix du cadre, le choix du point de vue, tout ça. C'est vraiment un dessinateur, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est beaucoup plus libre dans son dessin, qui n'est pas contraint par la mise en page, la mise en case, et on fait vraiment un travail de mise en scène, à mon avis. Et je fais pas du sous-cinéma. Je pense que ce que je fais en bande dessinée ne peut pas être fait par un réalisateur de cinéma. Je travaille vraiment pour le papier, voilà. Déjà, le cadrage au cinéma, il est un peu contraint. C'est toujours le format de l'écran, alors que là, moi, je peux faire des petites cases, des grandes cases, des cases. Je peux éclater la page. Ça, mais ça ne dénigre pas le cinéma. Mais non, pas du tout. C'est deux médiums différents. Et je pense que le cinéma, je pense que la bande dessinée est plus proche de la mise en scène théâtrale, puisqu'au théâtre, on peut avoir juste 2 chaises sur une scène et
on sait qu'on est dans un appartement haussmannien ou au contraire dans un studio, tout ça. Et nous, avec peu de choses, avec quelques traits, on peut installer un décor, on peut installer une ambiance. Oui, Donc, en fait, moi, je ne fais pas du sous-cinéma, c'est sûr. Non, dans tous les cas, c'était pas ce que je disais. Oui. Et je pense que les auteurs et autrices avec qui j'en ai parlé parlaient pas non plus de sous-cinéma, mais on avait déjà parlé de cette histoire de mise en scène, de pouvoir tout choisir. Mais c'est toi, avec ta plume, que ça soit... et le lecteur imprime le rythme. Enfin, alors, on lui donne un rythme, nous, avec notre mise en scène, mais c'est le lecteur qui choisit des fois de s'arrêter sur une case, alors qu'au cinéma, il est contraint. Et même les émotions sont contraintes. Au cinéma, il y a la musique qui est là pour lui faire peur ou le faire sangloter quand il faut. Nous, on n'a pas cette musique, il faut qu'on trouve d'autres biais pour faire passer les sentiments et les émotions. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est vraiment à prendre en compte le rythme du lecteur. Quand est-ce qu'il va poser ses yeux sur quelle case et l'amener. Et puis s'il fait demi-tour, c'est que peut-être qu'il aurait fallu que ça soit plus fluide. Donc ça, je pense que c'est aussi un peu un coup de génie, forcément. Je suis super... C'est très intéressant ce point de vue. On me l'avait pas exposé jusqu'alors, donc merci beaucoup. Mais on arrive déjà à la fin de cette interview. C'est passé super vite. Je me demandais qu'est-ce que c'était vos projets pour la suite, que ça soit ensemble ou séparément, Didier Tronchet. Moi, j'ai beaucoup envie de refaire une aventure dessinée avec Jean-Philippe, parce que ce qu'on nous a dit en général, c'est qu'il y avait une telle adéquation entre cette histoire et le dessin. Ce serait dommage de ne pas utiliser maintenant un outil qu'on s'est créé au service d'autres thèmes. Et comme on est à peu près d'accord sur la façon d'aborder les questions, on a effectivement démarré une collaboration qui sera aussi politique, parce que j'aime bien ça et qu'on est à peu près d'accord là-dessus, et très contemporain. Moi, j'aime bien parler de mon époque, de raconter ce qui se passe autour de moi, ce que je vois. Et surtout, ce sera aussi une comédie, parce que finalement, la comédie, c'est le genre qui permet de tout faire passer. Alors, il y a des comédies qui n'ont pas d'autre ambition que de faire rire, qui est déjà une énorme ambition. Nous, j'espère qu'on aura aussi derrière le rire l'occasion de faire passer d'autres choses qui parlent de notre époque. Très bien, et donc ça, c'est ce projet ensemble, peut-être des projets solo où c'est déjà bien comme ça. Hein. Alors moi, je viens de terminer le 7e tome des Aventures de Linette, qui est une bande dessinée pour les tout petits, et vraiment les primo-lecteurs, que je fais avec Catherine Romard chez un autre éditeur, donc je ne vais pas trop le citer. En vrai, on peut à la Gouttière, oui. Qui fait des choses magnifiques pour les enfants. Et puis, en tant que scénariste, parce que je suis aussi scénariste, je viens de scénariser un western qui sortira aux éditions Glénat, je pense, l'an prochain, avec Philippe Berthet au dessin. Ah, trop chouette! Et donc aux éditions Glénat. Et bien peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'espère bien. À la suite dans une autre émission. Merci à tous les deux pour votre disponibilité et pour le temps de cet échange. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite... Avec vous, c'était super. C'est vrai? Ah, merci. Et toute l'équipe aussi, ils sont super. Hein. Ah, voilà, ouais, toute l'équipe, ils sont tous super. Ah, mais voilà, tout le monde est mis à l'honneur aujourd'hui, vraiment incroyable. Hein. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de festival, un bon festival. On est encore samedi, hein, c'est au plein milieu. Hein. Vous aussi. Merci. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.